bonjour à toutes et à tous. Donc, on a le plaisir d'avoir à nos côtés Olivier Maes pour le film L'été de Jaya que vous avez certainement vu hier soir ici dans le cinéma de Verdure. C'est un film, on l'a déjà dit, qui est sorti en salle, mais Olivier tenait beaucoup à ce que ce film puisse être montré ici à Jindoux, en plein air, dans le cinéma de Verdure. Sachant que, Olivier, c'est le 3e film que tu présentes ici à Jindoux. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, c'est présenté dans le catalogue, mais je rappelle quand même que, Olivier, tu as vécu pendant de nombreuses années en Chine. C'est exact. Tu as fait du documentaire. Tout à fait. Et depuis ton retour de Chine, tu as basculé progressivement, on pourrait dire, vers la fiction, dont ce film est finalement le 2e long métrage, donc le 2e long métrage de fiction. Oui, donc pour être tout à fait complet, j'ai commencé à faire du reportage radiophonique. Donc des formats d'1 heure ou 2 heures, qui s'écoutent tard le soir, plutôt sur France Culture ou des radios de ce type. Et puis du reportage radio, j'ai fait des documentaires films, plutôt, on va dire, documentaires d'auteur, donc pas vraiment des produits télévision, mais plutôt qui étaient dessinés pour la salle ou encore passés tard le soir. Et puis j'ai fait un court-métrage d'abord, et puis un premier long-métrage qui s'est un peu imposé à moi par le sujet même. Donc c'était un film que j'ai présenté ici qui s'appelait Bitter Flowers, que j'avais tourné entre la Chine et Paris, et qui racontait l'histoire de femmes chinoises qui se retrouvaient à Paris et dans une situation tellement difficile qu'elles prenaient la décision de se prostituer. Et j'avais rencontré ce sujet un peu par hasard dans la rue, en me baladant à Paris. Et j'ai eu envie, parce que j'ai fait rencontrer ces femmes et j'ai connu l'histoire, toute l'histoire qu'il y a derrière ces voyages et ces vies. J'ai eu envie de faire un film, mais en documentaire, ça n'allait pas vraiment être mon style, si vous voulez. Enfin, moi, je viens plus du cinéma direct, donc une caméra au milieu d'une situation et qui rentre comme ça, vraiment en lien direct avec la personne filmée, et où un mouvement de caméra est aussi important qu'un mot qui est dit, quoi. Et avec ces femmes, j'aurais pas pu vraiment les filmer vu le tabou dans lequel elles vivent. J'aurais pas pu les filmer sans les flouter les visages. Ça allait donner un film un peu talking heads, mais vraiment avec les visages floutés, ça m'intéressait pas. Et donc c'est ça qui m'a donné l'idée et l'envie de faire une fiction. Et puis j'ai beaucoup aimé l'expérience de ce tournage, et j'ai décidé d'en faire un 2e avec L'été de Jaya. Alors, c'est un film pour lequel tu as quand même un substrat documentaire, c'est-à-dire tu t'es beaucoup renseigné sur... le film est tourné en Belgique, hein, et donc sur ces espaces d'accueil pour, on va dire, migrants, hein, qui arrivent comme ça en fait en Belgique, qui sont dans une sorte de zone de transition, comme ça, hein, on va dire, avant d'avoir des papiers, quoi. Enfin, en attendant des papiers. Oui, donc... Au moment de la grosse vague de migration en 2016, notamment due surtout à la guerre en Syrie, moi j'étais encore en Chine, hein, j'ai habité 12 ans en Chine, et je suivais un peu ces informations au travers des médias, que ce soit journaux, radio et tout ça. Et à mon retour en Belgique, j'ai eu la curiosité d'aller voir un peu comment ça s'organisait sur place, avec... comme je l'ai dit hier, une question en tête plus précise, qui était de voir comment ça pouvait se passer pour des adolescents, de se développer dans ce contexte. Donc l'adolescence, c'est un moment de la vie très particulier, où on a ce besoin vraiment fort de s'ancrer dans un lieu, dans un présent, dans une communauté, et aussi l'envie de se projeter dans son avenir, dans le futur. Or, ces personnes en demande d'asile
sont pour toute la durée de la procédure dans un flou qui peut durer parfois des années. Et voilà, j'étais intrigué donc par cette question-là. Alors c'est pas encore un film, ça, c'est juste un désir d'aller voir, d'aller un peu sentir une réalité qu'on ne connaît pas. Donc j'ai passé beaucoup de temps en immersion dans ces centres, à la rencontre de cette réalité et oui, à la pêche un peu à mon projet. Et petit à petit, en rencontrant donc les résidents, que ce soit les adultes, les ados, les enfants, les personnes aussi qui travaillent là, mais petit à petit, c'est ce que je fais toujours d'ailleurs, une méthode comme ça qui me vient du documentaire, de passer beaucoup de temps. Mais petit à petit, j'ai un peu compris qu'est-ce qui m'amenait là. Et quand j'ai fait la découverte donc, par une infirmière d'un de ces centres de la réalité donc, de ce syndrome de résignation, j'ai compris que je pouvais organiser un récit sur ces deux polarités. Donc d'une part la pulsion de vie adolescente et la négation même de ce désir de vie qui s'incarnait dans le syndrome de résignation. À partir de ce moment-là, j'ai vraiment fait un travail de scénarisation avec un co-scénariste, John Shank, et un aller-retour comme ça entre mes immersions dans ces centres et le retour à deux à écrire ce scénario, parce qu'au final, le film c'est vrai, très, très en lien avec, très ancré dans ce réel de ces centres, mais en même temps, c'était un projet qui était extrêmement écrit. Donc, il repose vraiment sur deux jambes, le réel et puis la fiction. Alors ça, c'est la manière dont l'idée de film est passée finalement à un véritable projet de film. On pourra revenir éventuellement sur les questions de financement, mais je pense que l'une des questions qui doit intéresser le public ici, c'est évidemment le choix des comédiennes, parce que c'est ça, voilà. Et donc peut-être, ça serait intéressant de nous dire comment est-ce que, d'abord, t'es venu l'idée de choisir deux comédiennes qui ne sont pas des comédiennes professionnelles, comment tu les as choisies, et finalement, comment ce choix s'est imposé à toi, donc, pour le rôle de Jaya et celui de Mila. Oui, c'était un point assez essentiel du film. Le film repose sur ces deux comédiennes. J'avais besoin de trouver deux jeunes filles qui aient quand même un lien avec, qui soient nourries par cette expérience de migration, parce que ça me semblait un peu inadéquat de trouver des jeunes filles qui parlent très bien le français, voire qui aient un accent d'une région ou d'une autre. Moi, encore une fois, j'avais envie d'ancrer ce film dans la réalité, donc ça me paraissait important d'avoir qu'elle puisse faire ressentir ce lien-là. Mais évidemment, c'est pas suffisant parce que, comme je vous l'ai dit, le film était extrêmement écrit, donc il reposait sur c'était des personnages complexes qui devaient transmettre des émotions complexes. Et donc, j'étais à la recherche de deux perles rares, en fait. Et après coup, je me suis même dit, une fois que je les avais trouvées, que le film avait été tourné, je me suis dit, wow, c'est quand même un sacré challenge que je m'étais fixé de faire un film qui repose sur deux adolescentes de 16 ans, donc a priori donc des premières expériences. Ça aurait pu très mal se passer. Mais c'est pas le genre de questions qu'on se pose quand on est au début d'un projet, on se lance et puis c'est qu'après qu'on réalise qu'on a eu de la chance. De la chance et du travail en fait, parce que le casting a pris quand même plus d'1 an. Donc j'ai vu, pas personnellement, j'ai vu d'abord des vidéos de directeurs de casting qui m'envoyaient des rencontres et des présentations, mais j'ai vu plusieurs centaines de jeunes filles. Et puis petit à petit, ça s'est réduit. J'ai fait des rencontres individuelles avec une sélection de ces jeunes filles. Et puis finalement, on est arrivé à des castings de couple, on va dire, parce que comme c'est une histoire d'amitié, voilà, c'était important qu'elles s'entendent bien, que l'énergie passe entre elles.
Et concrètement, donc on a eu recours à 3 directeurs de casting, donc un sur la Belgique, un autre sur la région parisienne et un troisième donc, qui est d'ailleurs le directeur de casting de Bruno Dumont, qui a donc l'habitude vraiment de ces castings entre guillemets sauvages, donc d'aller chercher des personnes qui ne sont pas dans le milieu du cinéma et dont c'est la première expérience, dans la région de Nord-Pas-de-Calais. Et donc, au fur et à mesure donc, de ce processus, je suis tombé sur... j'ai eu la chance de rencontrer donc, Sofia Malovatska, qui est ukrainienne à la base, russophone, sa langue maternelle est le russe, mais qui est donc depuis la guerre réfugiée avec sa maman dans la région de Dijon. Et d'autre part, Rania Nourabanse, qui vit dans un centre pour mineurs non accompagnés, donc qui a fait, donc comme elle dit, je trouve ça toujours une très belle expression et en même temps un peu effrayante, donc qui est passée, donc qui est venue en Europe par la voie maritime. Donc le bateau à 14 ans et demi, toute seule avec des amis rencontrés sur le chemin, et qui a donc débarqué dans un centre pour demandeurs d'asile à mineurs non accompagnés à Béthune. Et pour la petite histoire, je ne sais pas si, enfin, je déborde un petit peu de la question, mais j'ai quand même envie de le dire. Donc, Sofia a maintenant signé un contrat, si vous voulez. Elle est représentée par un agent. Donc elle a vraiment envie de continuer. Donc elle étudie l'art dramatique à Besançon et elle a signé donc chez un agent, et j'espère qu'elle aura d'autres projets qui vont venir à elle. Et Rania Noura, elle pourquoi pas, elle n'est pas contre l'idée de faire encore du cinéma, mais elle est vraiment aussi animée par faire des sciences politiques et à vraiment prendre sa place dans la société avec l'expérience qui est la sienne, et de pouvoir faire bouger les choses dans la société française qui l'a accueillie. Et elle fait notamment partie d'un panel de jeunes qui a été mis en place, je pense, par le Premier ministre, ou je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'est un panel de jeunes qui réfléchissent sur l'état des droits de l'homme en France. Et donc, voilà, elle est très active dans ce domaine, et ça lui va très bien aussi, quoi. Ouais. J'aurais du mal à répondre à cette question, parce que c'est pas moi qui c'est le CNCDH ou quelque chose comme ça. Ouais. Alors ça, c'était sur le choix des comédiennes, et puis ces comédiennes donc qui n'avaient jamais joué ni devant ni en dehors d'une caméra. Il a fallu aussi justement faire en sorte que le dialogue, notamment de toute la première partie du film, il y a quand même pas mal de textes. Alors évidemment dans la deuxième partie, donc la comédienne qui joue Mila ne parle pas, mais je veux dire, en fait voilà, il a fallu que quand même il y ait cette alchimie, qu'elle réussisse à apprendre à bouger, à jouer devant une caméra. Et donc là, ça a nécessité tout un travail de répétition en amont, tout un travail aussi important avant même le tournage. Oui, comme c'était un premier tournage, il y a toute une mécanique comme ça qu'on a dû leur apprendre. Oui, c'est quand même une bizarre chose, un tournage. Qui met en place différentes personnes, du matériel, avec tout un processus comme ça de mise en route. Oui et non, dans le sens où, en même temps, je n'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de répétitions avec elle, notamment in situ, parce que Noura n'avait pas les papiers pour venir en Belgique et travailler en Belgique. Ça s'est débloqué un peu à la dernière minute grâce au préfet du département de Lille, là, du Nord. Oui. Mais j'ai eu l'occasion quand même de faire des répétitions dans une sorte de salle de théâtre, mais donc un petit peu
c'était un petit peu particulier parce qu'on était vraiment comme dans une bulle, comme ça, avec L2 à Paris, où là, on a quand même travaillé 3 semaines ensemble. On a appris à se connaître. On a, décortiqué toutes les intentions du film aussi et des personnages. Et à partir de là, vraiment, elles ont été assez autonomes au moment du tournage. Elles ont été assez... elles n'ont pas eu peur de se lancer dans le bain. Il y avait une coach aussi, Julie Sokolowski, qui nous a aidés parce que moi, évidemment, je devais gérer tout l'aspect technique, donc je ne pouvais pas tout le temps être avec elle. Donc, elle maintenait un petit peu le contact et elle nous a bien aidés. Mais effectivement, la partie la plus difficile, je dirais, parce que comme mon caméraman est assez... il y a beaucoup de plans à l'épaule, il est assez aguerri à ces conditions un peu, entre guillemets, documentaires. On les a pas fixés dans l'espace avec trop de marques et des choses comme ça, donc elle pouvait avoir quand même une latitude de bouger. Mais au niveau du texte, le texte était assez écrit. Et il a fallu néanmoins le retravailler de séquence en séquence parce que, notamment pour Sophia, quand Noura, il y avait quelque chose qui passait pas, une expression ou quoi, elle arrivait à faire sienne une autre manière de parler, vu que le français est sa langue maternelle. Elle pouvait, entre guillemets, improviser, même si c'était pas de l'improvisation, hein, mais passer dire une idée un peu à sa manière. Mais Sophia n'avait pas le français nécessaire que pour improviser et trouver sa propre manière de dire les choses. Donc, quand la manière dont moi j'avais écrit le texte ne lui convenait pas ou ça ne sonnait pas juste, il fallait chaque fois essayer de retrouver une manière de dire, l'écrire pour qu'elle puisse l'apprendre et puis le restituer. Donc ça a été un peu difficile. Il faut dire aussi que la maman qui joue dans le film, la maman de Noura, de Jaya, donc qui est une dame qui a Audrey Kautou, qui a déjà joué dans un film, mais qui est en même temps qui garde son métier d'assistante médicale. Elle provient également de Côte d'Ivoire, mais elle parlait d'un autre dialecte que le dialecte de Jaya. Et donc, il a fallu aussi qu'elle l'apprenne. Donc, la question des langues parlées était assez complexe dans ce film. Mais globalement, elles se sont assez vite fait au tournage et elles ont même assez rapidement aimé ça. Et c'était un peu une tristesse pour elles quand a sonné l'heure du dernier plan. Alors, tu parlais, on pourra revenir sur notamment peut-être Céline Salette, etc. Mais puisque tu évoquais le caméraman, le directeur de la photo, donc c'est ce caméraman qui a été cadreur, pour les frères Dardenne, et puis qui est aujourd'hui devenu chef opérateur, qui a donc une grosse expérience justement, et tu le disais, qui sait finalement disposer, donc en quelque sorte, travailler dans non pas une improvisation, mais je veux dire en fait sans que tout soit complètement marqué, décidé à l'avance, tout ça, etc. Enfin, c'était pour toi justement un confort, justement ça. C'est surtout un confort parce qu'on se connaît bien. C'est la deuxième fois qu'on travaille ensemble, mais on est amis par ailleurs. Et non, Benoît Dervaux, donc, pour ne pas le citer, qui a effectivement donc une grande expérience dans la fiction, mais aussi dans le documentaire. Et je l'ai parfois dit, mais je le répète ici. En fait, la première fois quand j'ai décidé de travailler avec Benoît, c'était pas tellement pour son expérience de caméraman chez les frères, mais c'était surtout parce que j'avais vu donc des documentaires qu'il a fait. Il est aussi documentariste. Il a fait un très beau film qui s'appelle La Devinière, un autre Gigi Monica et Bianca, un second volet. Et qui, en fait, était à chaque fois avec autour de personnages qui étaient des personnes qui étaient fragilisées, que ce soit d'une fragilité sociale ou des fragilités psychiques et autres. Et j'ai toujours trouvé qu'il avait vraiment la juste distance
pour filmer ces personnes. Non pas trop proches, pour être trop dans le pathos, ce que je n'apprécie pas non plus, et ni trop lointain. Et c'est cette distance dans laquelle moi je me retrouvais, qui m'a fait le choisir la première fois. Et ça s'est tellement bien passé pour Bitter Flowers que j'ai eu envie de réitérer l'expérience. Alors, bon, ici, on était dans un cadre quand même qui était différent de mon film précédent. On était dans des lieux très exigus, ce qui fait qu'on est aussi beaucoup dans le gros plan, parce qu'il y a parfois des contraintes matérielles qui donnent des esthétiques. C'est pas tout le temps des choix juste esthétiques. Hein. Le concret des situations fait que on doit parfois filmer d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, donc on a eu envie de retravailler ensemble, et c'est vrai qu'il a cette aisance avec la caméra sur l'épaule. On a essayé de faire un travail propre, hein, pas entre guillemets à la Rosetta, mais qui soit vraiment dans cette idée de cette douceur de l'été, de ce conte entre guillemets, de cette amitié qui se raconte le temps d'un été. C'est assez doux, quoi. On avait envie d'une caméra et d'une lumière assez douce, et voilà. Alors, moi j'ai d'autres questions, mais en fait évidemment, donc il va de soi, un micro circule pour des questions autour de ce film que vous avez certainement vu hier soir. Je voulais d'abord vous remercier pour ce film, parce que je l'ai trouvé très très touchant, d'une justesse incroyable de l'histoire entre ces deux jeunes adolescentes. Et j'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires, c'est-à-dire que c'est leur histoire d'amitié. Puis c'est aussi vraiment pour moi une histoire d'une jeune fille qui se révèle grâce aussi au regard de quelqu'un d'autre. Mais le personnage de la mère est incroyable. Enfin, vraiment un grand merci. Et si j'avais une question, c'est plus, puisqu'en plus votre premier film long métrage c'est autour de femmes, et là c'est deux jeunes filles, pourquoi, enfin là pour le coup moi je suis charmée par l'histoire des deux jeunes filles, mais vous êtes un homme, et c'est vrai que quelque part au départ j'ai presque pu penser que c'était un film de femmes par rapport à ce regard justement doux et d'un endroit qui n'était pas sur la complexité et la violence, mais que justement tout ce qui était même difficile était approché de manière très douce. Et donc je voyais un regard féminin, et donc d'un seul coup je réalise qu'effectivement c'est fait par un homme. Oui, vous êtes un homme. Et la question toute bête, c'est est-ce que vous avez tout de suite imaginé faire ce film avec deux jeunes filles, ou il y avait aussi assez de documentation pour vous pour avoir aussi des retours sur des jeunes garçons? Alors, l'idée de choisir comme personnage principal deux jeunes filles, c'est mon intuition première. Après coup, lors de pour être honnête, lors de la production, de la mise en chantier productionnel du film, on est amené à rencontrer à pitcher le film. Vous voyez, à pitcher, à présenter le film à des potentiels investisseurs, etc. Et on est même amené à rencontrer des conseillers pour vous orienter sur la manière de pitcher. Et j'étais tombé sur au Festival de Rotterdam sur une femme américaine qui m'avait dit, en tout cas, il y a quelque chose quand même que vous devez éclaircir, c'est, voilà, vous êtes un homme, les deux personnages sont des femmes, vous devez trouver une raison, parce qu'aujourd'hui, ça se fait plus, quoi. On doit parler de ce qu'on connaît, donc les hommes font des films sur des hommes, les hommes de 50 ans sur des hommes de 50 ans, enfin bon, bref. C'est un peu parfois des travers du monde d'aujourd'hui. En même temps, il y a des tas de choses intéressantes, hein. Mais donc j'ai réfléchi à cette question et je me suis dit,
c'est probablement que, intuitivement, j'ai senti que des jeunes filles de 16 ans étaient peut-être plus enclines à partager leur intimité dans cette profondeur-là, alors que des garçons de 16 ans, de par la différence de maturité, sont parfois plus en retrait. Bon, je crois que c'est une vérité. En même temps, on peut trouver des contre-exemples. Hein. Mais si je dois donner une réponse, ce sera celle-là. Et c'est vrai que j'ai fait pas mal de projets sur des personnages féminins et des personnages globalement qui sont loin de moi. Donc mon premier film, je l'ai fait à 20 ans. Dans le cadre d'un atelier cinéma, et ça se passait dans un home dans une maison un EHPAD. Un EHPAD, et c'était avec des personnages de 80 ans, quoi. Donc ils étaient très loin de moi. Et puis j'ai été en Chine faire des films sur des Chinois. Et donc je crois qu'il y a en moi une certaine attirance vers des personnes, enfin aller vers des mondes et des personnes que je ne connais pas ou qui sont différents de moi. Plus que faire des films dans mon propre milieu artiste, européen, bruxellois. Bon, voilà. Je crois qu'il y a de ça aussi. Pour autant, on le remarquait hier, en discutant, c'est un film sans homme, en fait, finalement. C'est un film sans père. Voilà, et dont les hommes ou dont les pères sont absents. Enfin voilà. Et tu avais l'air d'être surpris quand je t'ai dit ça. Et donc tu m'as dit ah oui c'est vrai. Enfin voilà, ce film est voilà, y compris d'ailleurs dans la personnalité de la directrice du centre qui est une femme quoi justement. En fait. Oui c'est vrai. Mais les hommes de ce que j'ai pu comprendre et appréhender là-bas dans ces centres. D'une part, ils sont moins là parce qu'on a durant cette période, en Belgique en tout cas, durant cette période d'attente des papiers, donc qui peut durer, de l'attente de la réponse, qui peut durer parfois des années, ces personnes ont le droit de travailler. Et donc les hommes sont souvent à l'extérieur du centre et absents. Et en même temps, c'est ceux qui ont aussi le plus de difficultés aussi à se faire à leurs nouvelles conditions. Ils ont du mal avec tout ce qu'ils ont encore plus de mal avec tout ce qu'ils ont perdu au pays comme statut, etc. Donc ils sont plus effacés. Et donc oui, il y a beaucoup de femmes dans le film. Il y avait une question au 4e rang là, en fait, voilà. Et ensuite, une question au même rang. Merci, bonjour. Ça va là ça fait pas de mettre trop de Marseille. Moi j'ai envie de vous parler de l'affiche parce que je la trouve très très belle. Et cette affiche en fait ne laisse pas du tout présager de la fin du film, puisque on voit cette profondeur, cette gravité dans le visage de Noura. Et puis, et Sophia, il y a plus de légèreté, etc. Donc, je voulais savoir, c'était mon impression et la vue de cette affiche qui m'a vraiment... Mais votre travail de réalisateur, le travail de réalisateur dans la création d'une affiche, elle a son importance. Vous avez votre mot à dire important ou pas? Voilà. Oui, on nous demande notre avis, mais c'est vrai que c'est un peu le distributeur qui est à la manœuvre à ce moment-là. Donc une affiche, c'est vraiment la première identité, c'est l'image du film. Donc c'est vrai que c'est très important, quoi, hein. Mais c'est aussi très important pour, entre guillemets, vendre le film, donner envie aux spectateurs d'aller le voir. Donc le distributeur, voilà, c'est avec la bande-annonce, c'est un de ses boulots. Et moi, mon travail, je les laisse donc
faire des propositions, et puis je donne mon avis. Je pourrais bloquer. Hein, on est encore dans ce rapport-là où j'ai vraiment... Heureusement. Oui, heureusement. Donc j'ai quand mon même le mot à réalisateur dire. du film. Oui. Mais en même temps, je les laisse un petit peu travailler. C'est pas mon métier en tant que tel. Mais j'essaye d'aller vers cette idée de donner envie aux spectateurs d'aller voir le film, et en même temps de ne pas dénaturer le film, de ne pas mentir sur la réalité du film. C'est surtout vrai pour la bande-annonce, parce que souvent, dans la conception de la bande-annonce, ici, elle est très bien faite. Je ne sais pas si quelqu'un ici l'a vue, mais je la trouve très bien, dans le sens où elle donne envie, et en plus, elle ne dit pas tout. Et elle respecte le film. Et bien souvent, une bande-annonce, c'est bam, bam, bam. On croit qu'on est dans un film d'action ou d'autre, vraiment très boosté comme ça. Et puis on va voir le film, c'est tout autre chose. Ou alors tout est dit, c'est pas évident, quoi. Mais j'aurais voulu vous entendre sur le groupe de personnes qu'elle rencontre quand elle se baigne, qui sont en moto après et au bar, qui sont très silencieux finalement, et qui ont vos intentions par rapport à ce groupe-là. Alors, donc mes intentions, ce centre n'est pas, bien qu'il soit entre guillemets un peu perdu dans la nature, parce que donc c'est des anciens centres de vacances qui ont été pris en main par la Croix-Rouge pour accueillir donc ces populations de résidents demandeurs d'asile. Ce n'est pas des prisons, quoi. Ils peuvent entrer et sortir. Il y a des navettes qui vont jusqu'à la gare. Il y a un village qui est en bas. Et je pensais que c'était important de faire apparaître que voilà, il y avait d'autres personnes belges d'origine habitant pas loin, et la difficulté du contact et en même temps la possibilité du contact. Et si j'ai construit quelque chose autour d'eux, c'est aussi, si vous voulez, pour quand Mila s'endort, que Jaya se retrouve toute seule face à cette grosse problématique, et qu'elle tente à aller essayer de trouver de l'aide. Elle va vers eux, et là, elle ne trouve pas l'aide escomptée. C'est vrai que la situation est difficile, et j'avais pas envie. Ça arrive parfois, des belles histoires dans une école, des élèves, des parents, des professeurs qui se mobilisent contre l'expulsion d'un jeune. Moi, j'avais pas envie, évidemment, de tomber dans ce type de film un peu à message, un peu, oui. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que ça permettait aux spectateurs d'être à la place de ces gens. Parce que fondamentalement, donc, nous, on n'est pas... Même s'il y a un lien d'empathie, et c'est très important, qui se crée. Je pense que le film est émouvant, et je souhaitais qu'il soit émouvant, qu'il y ait vraiment de l'empathie avec ces personnages qui viennent d'une toute autre culture, etc. Mais fondamentalement, ces jeunes locaux, entre guillemets, nous ramènent un peu à... nous interroge sur, voilà, nous, là-dedans, on est au courant de toutes ces questions, de personnes qui attendent, parfois dans de bien plus mauvaises conditions, et où est-ce qu'on se situe, quoi ? Où est-ce qu'on se situe ? Alors que c'était une manière de faire, encore une fois, transparaître la violence du monde et la violence du système qui est hors champ, quoi, ici. C'est un petit pont qui nous permettait de toucher le spectateur. Ouais. Oui, c'est ce que tu dis dans le catalogue, enfin, qui reprend des éléments du dossier de presse là, dans le catalogue. C'est-à-dire, tu as vraiment choisi de rejeter cette violence hors champ, y compris la violence administrative d'ailleurs. Qui n'apparaît que finalement par le biais des recommandés qu'on ouvre, enfin des choses comme ça, etc. On les sent quand même attendre. Oui. On les sent. Oui. Le début est quand même assez pesant. Et puis, bon, même le syndrome de résignation est une expression de la violence de ce système. Mais c'est vrai que j'ai souhaité qu'elle soit hors champ. Pour me consacrer plus à ceux qui lisent, ceux qui
porte espoir, et parce que fondamentalement, c'est vraiment l'histoire d'une amitié. Et comme disait Madame, voilà, ce que j'ai envie qu'on retienne du film, c'est la possibilité d'une rencontre qui même bref, peut changer la vie. Et ça, c'est déjà beaucoup, quoi. Et qui transforme Jaya, même si Mila n'est plus en état, justement, si je puis dire, de la transformer. C'est en fait, même s'il n'y a plus d'échange entre elles, mais voilà, Jaya, c'est aussi la deuxième partie, et celle aussi on peut dire une forme de renaissance, en fait, finalement, de Jaya, malgré les circonstances, quoi. Ben, le film est un peu construit je ne sais pas exactement, mais en double diagonale, comme ça, dans le sens où c'est un personnage qui va au contact, à la rencontre d'un autre, qui va s'éveiller. Jaya s'éveille et son désir renaît. Et elle va en même temps essayer à son tour, quand Mila s'endort, elle va essayer de lui rendre l'appareil, et c'est pas fini. Et je pense que si moi je dois projeter un après-film, voilà, c'est il faut pas. Mila, il faut pas, mais non, je vous le laisse. Non. Ça, je trouve ça très bien quand ça se termine comme ça, justement. Oui, évidemment. Chacun voit ce qu'il veut, mais je suis d'une nature assez positive, même dans l'adversité. Vous aviez une question, oui, madame, oui, au premier rang, il y a un micro, voilà. Continuer à ce que vous n'avez pas voulu dire, mais finalement, elle s'endort parce que ça permet d'imaginer que du moment qu'elle se réveillera, les choses auront changé et ils seront acceptés. Alors, il faut savoir que dans la réalité des faits, donc parce que ce syndrome de résignation, c'est un véritable syndrome. C'est pas quelque chose que j'ai. Voilà, ça c'est oui, tout à fait. Donc c'est un mécanisme de défense du cerveau humain qui se met comme ça off. Et effectivement, donc au début ils l'ont fait quand le syndrome a réapparu, parce que le syndrome apparaît dans l'histoire de l'humanité à différents moments, à différents endroits. Et notamment, donc, il y a quelques années, dans une sorte d'épidémie, si vous voulez, en Suède et en Australie, qui touche des jeunes migrants. Pourquoi en Suède ? C'est parce que certainement les personnes qui sont arrivées en Suède, c'était un peu comme arriver au paradis, quoi, pour des migrants, parce que la Suède avait une réputation d'accueil vraiment très 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 bonne, et des structures d'accueil excellentes, etc. Et puis un changement politique a fait que la situation a drastiquement changé très rapidement, et il y a eu beaucoup de réponses négatives à ce moment-là, et ces jeunes migrants qui étaient là, pour certains, depuis quelques années, à attendre leur papier. Donc il faut vous rapporter aussi à la durée de leur vie. C'est un grand pourcentage de leur vie qui était là, et à vraiment avoir le sentiment d'être arrivé au bon endroit, de pouvoir se projeter, d'apprendre la langue. Et là, la réponse négative a été un tel choc qu'ils sont tombés dans ce syndrome de résignation. Et quand je dis épidémie, c'est comme dans une école, quand il y a un cas de suicide, dans une école, il faut faire très attention, parce que dans une sorte de mimétisme comme ça, d'autres enfants peuvent également passer à l'acte. Et c'est ce qui s'est passé en Suède, et même à des différentes villes de distance. Ils ne doivent pas se connaître pour autant, mais via les réseaux, ça se sait, etc. Donc voilà. Mais au début, le gouvernement suédois a forcé le rapatriement de personnes. C'était tout à fait scandaleux, évidemment. Et il y a eu un gros tollé parmi la population, ce qui fait que ça s'est arrêté. Et effectivement, donc, il y a eu un gel des procédures de rapatriement. Mais on a pu observer qu'effectivement, les comas, donc les personnes en coma se réveillaient
quand la situation administrative allait mieux, quoi. Parce qu'il y a une porosité entre les personnes dans le coma, ils ont une certaine perception du réel quand même, parce que le coma, c'est une échelle, en fait, se mesure sur une échelle de 0 à 15. 0 étant la mort cérébrale, 15 l'état d'éveil. Et eux, ils sont vers 6-7. Donc il y a les fonctions de respiration, les fonctions de déglutition fonctionnent encore. Ils peuvent bâiller ou cligner des yeux, des choses comme ça. Mais ils sont véritablement dans un état comateux, quoi. Et ils ont une perception, oui, de ce qui se passe dans le monde extérieur. Et notamment, j'avais une dame médecin qui avait travaillé avec nombreux de ses enfants, disait que un de ses enfants qui s'était réveillé après quasi 2 ans de coma lui racontait que sa perception de ce temps, c'était comme s'il était couché dans un aquarium à l'intérieur, donc très fin, avec les parois extrêmement fines et très proches de lui, et il était immergé dans l'océan, en fait. Mais il entendait des bruits. Mais il ne pouvait pas bouger parce qu'il risquait de casser cet aquarium qui le protégeait, finalement. Et c'est pour ça qu'il restait comme ça, dans cet état comateux. Je trouvais ça intéressant, ça donne un peu à imaginer ce que peut être la vie mentale de ces personnes dans le coma. Alors, je ne sais pas s'il y a encore une question. Oui, il y a une question là-bas, oui. Oui, j'ai eu l'impression qu'il y avait assez peu de musique dans le film. En effet. Oui. Est-ce qu'il y aurait une explication Sinon, pour le générique de fin, en fait, c'est ça. Tout à fait. Ouais. Donc, il y a pas de musique, si ce n'est une musique diégétique au moment où elles dansent ensemble, où elles font leur chorégraphie. Il n'y avait pas de place. La musique, moi, je suis assez rétif à mettre trop de musique, réticent, parce que ça peut vraiment souligner trop une émotion. Et parfois, ça peut être vraiment bien fait, mais je partais pas avec vraiment l'idée d'en mettre beaucoup. Quand j'écris, je pense en fait jamais vraiment à faire des séquences qui seront d'emblée musicales, quoi. J'essaye par la suite de travailler avec un compositeur qui est aussi un ami à moi, et on voit qu'est-ce que le film accepte comme musique. Et là, en fait, il n'acceptait pas grand-chose. J'ai pas vraiment trouvé de place et pas de nécessité surtout à en mettre, si ce n'est justement à la fin comme résonance aux dernières paroles de Jaya juste avant la fin du film, hein. Voilà. Oui, d'ailleurs c'est très beau parce que c'est vrai qu'en fait il y a une sorte du coup presque d'élévation, si je puis dire, à la fin, qui passe pas par un plan, mais enfin il y a ce plan final qui est très beau où elles sont comme ça front contre front, et puis la musique qui arrive à ce moment-là. Alors nous spectateurs on comprend que c'est la fin et que justement ça va rester comme ça. Donc voilà. Donc, oui, la fin. J'avais besoin je pouvais pas terminer ce film sur une fin happy end, heureuse. Après un film comme ça n'a pas vraiment de sens. Et j'ai du mal aussi à vraiment finir des films de manière trop dure, trop sombre. Et ici, en même temps, Jaya a ses papiers, c'est l'aboutissement de quelque chose d'énorme pour elle et pour sa mère, et c'est l'ouverture vers leur vie future. Néanmoins, Mila dort toujours, et je voulais qu'on puisse rester sur la dureté de cette situation, hein, qu'une une jeune fille, parce que son pays est sur dans la bonne liste et l'autre sur la mauvaise liste. Il faut savoir d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai mis en place un personnage de Bélarus. C'est parce que il y a quelques années,
quand des Bélarusses arrivaient en Belgique, eh bien, en fait, ils avaient beaucoup de chance. C'est toujours une estimation au cas par cas. Hein. Il y a pas c'est pas des groupes, mais c'est au cas par cas. Mais il y avait énormément de chances que les Bélarusses aient une réponse positive et puissent rester en Belgique. À partir de la guerre en Ukraine, la Biélorussie est devenue un allié donc, de la Russie, et on a vu de manière avec beaucoup plus de suspicion les Bélarusses qui partaient, parce que c'était potentiellement, entre guillemets, des espions. Aussi, donc il y a eu beaucoup moins de réponses positives. Et voilà, donc Mila, voilà, si elle était arrivée quelques années avant, voilà, ils sont tributaires de la géopolitique et c'est extrêmement dur. Et donc je ne pouvais pas faire l'abstraction, le film est sur cette dureté-là, mais néanmoins j'avais plutôt envie que le spectateur puisse sortir du film en étant nourri de la force de leur amitié et de l'espoir que pouvait donner cette amitié, et que même si le présent de la situation pour Mila est extrêmement dur, ben, ça puisse peut-être déboucher sur quelque chose de plus positif, quoi. Oui, alors encore une question, une dernière question peut-être. C'est que malgré toute la dureté des situations et de tout ce qui est raconté, pour moi il y a quelque chose de l'ordre d'une utopie dans ce film, dans cette relation, et j'ai l'impression qu'on devrait tous s'inspirer de cette expérience de décentrage dont chacune elles sont capables pour aller à la rencontre de l'autre, quoi. Et que ça que ça passe par la nourriture, enfin voilà, toutes ces choses-là. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. On n'a pas parlé des scènes, c'est hyper important, les scènes de cuisine. Magnifique. Et on sait que, que pour avoir travaillé dans des contextes un peu similaires, on sait que la nourriture, c'est une manière de parler de soi, de parler de sa culture, de parler d'où on vient, et que voilà, faire cette expérience de se décaler pour... voilà, juste ça. Oui. Moi, je pars avec ça. Enfin, je veux dire, oui, tant mieux, parce que vraiment, oui, le film aborde différentes thématiques, la santé mentale des candidats à l'asile. Hein, ça, là, je présente un tableau assez noir, hein, avec la mer et tout ça, mais c'est une réalité. Enfin, il aborde différentes thématiques, mais le point, peut-être le noyau le plus central, c'est effectivement cette question de la rencontre, du possible, de l'amitié, et qui est une vraie chance et une vraie opportunité pour chacun d'entre nous, et où réside vraiment beaucoup d'espoir et de possible. Écoutez, c'est sur cette ouverture du champ des possibles que nous allons conclure. Faites du bouche à oreille sur le film qui est en ce moment en salle. Oui, tout à fait, pour que voilà, d'autres publics, d'autres spectateurs et spectatrices puissent aller le voir. Et merci encore à Olivier d'avoir été là, et à bientôt pour le prochain. Alors ici à lundi.